c'est donc Gilles Moy qui est avec nous pour entamer cette émission pour quelques commentaires macroéconomiques sur la situation du moment. Chef économiste du groupe AXA. Bonjour et bienvenue Gilles. Alors effectivement, c'est facile d'être négatif sur la Chine. Tout le monde est négatif sur la Chine en permanence d'une certaine manière. Donc la question est de savoir où est-ce qu'on place le curseur aujourd'hui. Et c'est vrai que d'un point de vue anecdotique, les propos du patron de Richemont aujourd'hui sont quand même particulièrement négatifs. Il estime que le consommateur chinois n'est pas en bonne forme, que l'économie chinoise est sans doute en contraction aujourd'hui et que le rebond qu'on attend, qu'on espère de l'économie chinoise sera sans doute beaucoup plus faible et beaucoup plus lent que les rebonds précédents qu'on a pu observer pour l'économie chinoise, qui continuera donc de souffrir plus longtemps que ce qu'on imagine. Ça, c'est le sentiment exprimé par un chef d'entreprise. Gilles, est-ce que ce sentiment trouve une résonance macroéconomique ? Alors, juste un point, c'est que en ce moment, oui, tout le monde est plutôt négatif sur la Chine, mais c'est relativement nouveau. C'est-à-dire que jusqu'à l'hiver et jusqu'à l'apparition de la réémergence de la pandémie, le sentiment sur la Chine était plutôt positif. On la voyait comme un des gagnants finalement de la pandémie, avec la demande extrêmement forte qui émanait des pays de l'Ouest. On pensait que les exportations chinoises allaient pouvoir compenser très très nettement l'atterrissage en douceur de la demande interne liée à leurs mesures de politique économique. Donc ce sentiment négatif, il est relativement récent. Il est récent, mais il est malheureusement sous-justifié. Justifié pour deux raisons. La première, c'est que si on revient à la source immédiate de tout cela, à savoir la pandémie, on ne voit pas très bien en fait comment la Chine pourrait renoncer complètement à son programme, à sa politique dite de zéro Covid. C'est vrai que le coût social, le coût économique et peut-être le coût politique de cette approche est très lourd, mais l'alternative n'est pas extraordinairement attractive, puisqu'on a à peu près 50% de la population chinoise âgée de plus de 80 ans qui n'est pas vaccinée. Donc le risque en termes de surmortalité sera extrêmement élevé si les Chinois renonçaient à cette politique de zéro Covid. Donc on reste sans doute dans cette approche, là pour le coup très différente de celle qu'on a dans les pays occidentaux, où on n'a pas du tout ce problème de sous-vaccination, premier élément. Deuxième élément, la Chine commence à décevoir de manière un peu régulière maintenant sur ce qui est censé être cette fameuse nouvelle étape de son modèle de croissance, ce passage à une croissance mature, tirée par une demande intérieure, sans dérive en termes de stabilité financière, sans surinvestissement dans l'immobilier en particulier, et finalement on n'y arrive jamais. C'est-à-dire que lorsque les politiques économiques chinoises ont pour objectif premier d'arrêter la surchauffe, l'impact est très vite trop lourd sur la demande intérieure, et c'est ce qu'on voit depuis quelques mois, c'est-à-dire toutes ces décisions qui ont été prises sur le blocage des plateformes Internet, sur l'immobilier, se sont traduits par un repli probablement plus massif qu'espéré de l'activité globale. Ce qui fait qu'on a toujours ce retour à la fin des fins sur le vieux modèle chinois qui est faisons davantage d'exportations, comptons davantage sur le reste du monde, et cette incapacité finalement à passer à ce nouveau modèle commence à poser problème et commence à créer un scepticisme un peu général sur la Chine qui va au-delà du problème conjoncturel auquel il doit faire face aujourd'hui. Sur le court terme, est-ce que les vieilles recettes, comme vous dites, Gilles, peuvent amener quand même un redressement, un rebond substantiel de l'économie chinoise sur la deuxième partie de cette année? Ou est-ce que, comme le dit encore une fois le patron de Richemont, le risque est de voir un rebond beaucoup plus lent et beaucoup moins fort que ce qu'on a pu observer dans des phases précédentes? Ce qui me frappe, c'est que les vieilles recettes marcheraient sans doute encore au prix de la construction de déséquilibres supplémentaires en termes de stabilité financière, mais les Chinois, pour l'instant, les autorités chinoises ne veulent pas utiliser les vieilles recettes, parce que les stimulus qui sont aujourd'hui présentés sont des stimulus qui restent quand même très en deçà de ce qui serait nécessaire pour faire véritablement repartir la demande intérieure. J'ai regardé avec un intérêt un tout petit peu amusé quand même à l'emballement du marché ce matin, à l'annonce d'une baisse du taux des emprunts immobiliers de 15 points de base.
15 points de base, ça n'est pas à la hauteur du ralentissement macroéconomique auquel la Chine fait face aujourd'hui. Donc ces vieilles recettes, elles ne plaisent plus non plus à une partie en tout cas du leadership chinois, parce que ça c'est une autre question qui se pose. Qui est effectivement à la manœuvre? Est-ce que Xi a effectivement un contrôle total sur la politique économique, ou n'est-il pas en train de devoir composer avec différents groupes potentiellement divergents? Donc, les vieilles recettes, oui, sans doute, mais pour l'instant, force est de constater qu'on ne les utilise pas. Et donc moi, j'ai plutôt un baseline pour 2022 où effectivement, ça ne redémarre pas très vite. Ou si ça redémarre par l'extérieur. C'est-à-dire que un des points, si on veut absolument trouver quelque chose de positif à dire sur la Chine en ce moment, c'est de regarder ce qui se passe aux États-Unis du côté des droits de douane. Et d'ailleurs, je suis assez surpris qu'on n'en parle pas plus dans les discussions économiques. L'administration Biden est en train d'examiner la possibilité de revenir sur les augmentations de droits de douane qui avaient été imposées à l'époque Trump. C'est quand même un signal important. Et ils le font parce qu'ils cherchent avant tout à réduire l'inflation, et que réduire l'inflation, ça passe en partie par l'importation de produits chinois à bas prix. Donc on pourrait très bien avoir, dans la seconde partie de l'année, une espèce de détente sur le front commercial qui se traduirait par un renouveau des exportations chinoises qui les permettrait de sortir un tout petit peu de la nasse. Le problème, c'est que ça risque d'arriver à un moment où la demande intérieure des États-Unis et de la zone euro pourrait commencer à ralentir très fortement, parce que nous sommes nous-mêmes en phase de normalisation de la politique économique. Donc, moi, je suis pas sûr qu'il y ait de voie de sortie idéale nécessairement évidente pour la Chine. Sur le moyen long terme, Gilles, et c'est un risque qui est soulevé par beaucoup d'observateurs, qui n'est pas nouveau, le risque de voir la Chine se replier comme on ne l'a peut-être plus vu depuis plusieurs décennies. Et c'est vrai que les signaux faibles, voire un peu plus explicites, s'accumulent. Sur la journée d'hier, on apprend que Pékin est en train de négocier l'achat de pétrole russe pour ses réserves stratégiques de pétrole, que Pékin demande aux officiels du parti et à leurs familles de commencer à rapatrier les actifs qu'ils ont placés à l'étranger, et puis l'antienne permanente autour de Taïwan et du support américain à Taïwan qui risque de conduire à une situation dangereuse. Sur le moyen terme, on a l'impression quand même que la Chine est en train d'organiser un repli et va devoir faire pivoter son modèle en se coupant quand même d'une partie du monde, à savoir l'Occident, Gilles. Mais c'est là où je pense que ça ne marche pas. C'est-à-dire que l'idée d'un repli chinois était cohérent si, au même moment, on pouvait véritablement penser que la Chine pouvait avoir un modèle de croissance entièrement dominé par l'intérieur, par l'interne, par la croissance domestique. Et c'est ce qu'il n'arrive pas à faire. C'est-à-dire que ce qui me rend sceptique sur l'idée qu'on va aller de manière structurelle vers un repli chinois. Il peut y avoir des raisons politiques qui le fassent, mais sur le plan de la stricte rationalité économique, c'est franchement pas le moment pour la Chine de se replier vis-à-vis du reste du monde, à un moment où précisément sa demande intérieure n'arrive plus à accélérer. La Chine a aujourd'hui au moins autant besoin du reste du monde que le reste du monde a besoin de la Chine. Encore une fois, si on reste sur cette idée de moyen long terme, Gilles, c'est difficile. Il y a une contradiction peut-être entre la stratégie politique, géopolitique de Pékin et la rationalité économique. Si on se place de notre point de vue, et c'est vrai que la question immédiate, c'est la dépendance à l'énergie russe, bien sûr. Est-ce que demain, pour l'Europe, pour l'Allemagne, la question sera la dépendance à l'économie chinoise? C'est déjà un sujet, j'imagine, qui doit circuler et qui doit amener pas mal de réflexions aujourd'hui. C'est un sujet qui est arrivé un peu à maturité en Allemagne en particulier, parce que depuis quelques années, on a quand même une réflexion sur le modèle de croissance allemand qui était totalement dissimulé jusque très récemment. C'est-à-dire qu'il y avait très peu de remise en cause en Allemagne, ce modèle complètement dominé par les exportations, et au sein des exportations, les exportations vers les pays émergents dont la croissance potentielle était élevée. Et on a eu des enthousiasmes successifs
du business allemand et du corps politique allemand aussi. Il y a des enthousiasmes successifs pour les pays de l'Est, pour la Russie, pour la Chine. Et là, on découvre que effectivement, on pourrait être face à une économie chinoise beaucoup moins attractive pendant peut-être 5, 10, 15 ans, et donc de revenir vers une croissance qui soit davantage tirée par l'interne, ce qui est, soit dit en passant, pas facile à organiser pour un pays comme l'Allemagne, dont la démographie est plutôt mal partie. Donc oui, il faut commencer à réfléchir à cela. Et le débat, en fait, est particulièrement complexe pour l'Europe. C'est-à-dire que du côté américain, d'une certaine manière, on peut être droit dans ses bottes. C'est-à-dire que les États-Unis restent une économie insulaire, où le poids des exportations dans le PIB est extraordinairement faible, où la demande intérieure reste l'élément absolument déterminant. Et finalement, et peut-être paradoxalement, puisque c'est censé être l'hégémon géopolitique, les États-Unis peuvent fonctionner relativement correctement avec des marchés extérieurs en berne. Les Européens ont fait le choix absolument inverse. Et ça renvoie à des choix stratégiques pour l'Europe qui sont compliqués. Et au sein de l'Europe, on va sans doute retrouver une vieille opposition entre un modèle de croissance français qui est souvent plus axé sur la demande intérieure, et un modèle allemand qui, jusqu'à présent en tout cas, s'est totalement focalisé sur l'extérieur. À propos de stratégie, peut-être un commentaire alors sur les dernières annonces en provenance d'Europe. On a eu la proposition donc du grand programme européen Repower, avec la perspective d'un conseil effectivement à la fin du mois de mai. Et puis la Commission européenne proposera également aux chefs d'État et de gouvernement de valider la suspension des règles budgétaires jusqu'à mi-2023, ce qui n'est pas une grosse surprise. Est-ce qu'il y a quand même un peu d'intelligence collective là, dont on peut se satisfaire au niveau européen face aux enjeux immédiats, stratégiques, Gilles ? Alors sur la suspension de la surveillance budgétaire sur 2023, ça tombe sous le sens parce que de toute manière je ne vois pas l'intérêt de mettre en place des règles dont on sait par avance qu'elles ne pourraient pas être respectées, et je pense que la probabilité que qui que ce soit respecte, y compris les Allemands d'ailleurs, les règles du programme de surveillance budgétaire européen 2023, cette probabilité est nulle. Donc cette réalisation explicite me paraît bienvenue. Donc intelligence collective, effectivement. En revanche, sur Repower, je suis un peu dans l'expectative parce que certes, il y a toujours cette poussée de Bruxelles, il y a une demande très forte également du côté de Rome et une demande très forte du côté de Paris. Mais si vous lisez la dernière interview de Christian Lindner, le ministre allemand des Finances. Alors, la connexion vient de couper avec Gilles. Bon, Christian Lindner, effectivement, qui joue la partie allemande dans ce grand programme énergétique européen. Gilles, effectivement, donc Paris, Rome, plutôt aligné pour soutenir Bruxelles dans les efforts à fournir sur l'énergie. Et puis, je disais, Christian Lindner, donc le ministre allemand des Finances, qui joue la partie allemande, évidemment, aujourd'hui. C'est ça, Gilles ? Oui, tout à fait. Ouais. Pour l'instant, on n'a pas d'alignement allemand. Merci beaucoup Gilles, merci d'avoir été avec nous en visioconférence. Gilles Mouek, chef économiste du groupe AXA, invité de Smart Bourse à la mi-journée.